Ok, donc là, on va parler du protocole ICMP. On a vu ARP, on a vu IP, on va voir ICMP. Et on va voir aussi TCP, et UDP et DNS. C'est les différents protocoles qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui ou pas, je sais pas, mais probablement qu'on aura le temps de les finir aujourd'hui. Donc le protocole ICMP pour Internet Control Message Protocol a été défini par la RFC 792. Vous savez ce que c'est qu'une RFC? Normalement, vous savez. Une norme? RFC, Request for Comment. En fait, c'est un standard, si on veut. C'est le standard qui va permettre. En fait, c'est les publications du standard qui vont permettre euh, de suivre tout ce qui est standard. Ici, la RFC 792 va parler du standard, enfin, va permettre de définir l'ICMP. Donc, il permet dans l'envoi de messages d'erreur, l'ICMP va permettre l'envoi de messages d'erreur lorsqu'il y a des conditions d'erreur qui existent. Un exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était lorsque le MTU est plus petit que la taille du paquet IP et que le flag don't fragment est à 1. On ne peut pas fragmenter le paquet et le MTU est inférieur. Donc là, quand le paquet va être droppé, il va y avoir un message d'erreur qui va être envoyé à la source du paquet IP pour lui dire comme quoi son paquet est trop grand. Donc ça, c'est un exemple de message d'erreur. L'autre, c'est l'interrogation du réseau pour déterminer les caractéristiques générales du réseau. Donc, l'objectif d'ICMP est d'avoir un retour d'information concernant les problèmes dans l'environnement de communication. Donc, on a deux types d'opérations pour ICMP. On a le reporting de conditions d'erreur, donc les messages d'erreur ICMP, et on a l'interrogation du réseau avec des requêtes et des réponses. Ce que vous avez l'habitude d'utiliser quand vous faites un ping. En fait, un ping, c'est quoi? C'est vous interroger le réseau pour savoir si la machine, la destination que vous interrogez va vous répondre ou pas. Donc, l'ICMP utilise le type et le code pour différencier entre les services du protocole. Alors, type et code, en fait, c'est des éléments dans l'entête du paquet ICMP. On va les voir plus en détail juste après. Donc, les conditions spéciales relatives au message ICMP, on va avoir pas de message d'erreur envoyé en réponse à un message d'erreur. Donc, si un message d'erreur ICMP en chemin, il y a un problème, il n'y aura pas de message d'erreur qui va être envoyé pour ce message d'erreur. Ça nous évite les boucles en fait, les boucles qui n'en finissent pas ou les boucles qui ne servent à rien. Pour les datagrammes IP fragmentés, les messages ICMP ne sont envoyés que pour les erreurs sur le premier fragment, pas sur le suivant. Les messages d'erreur ICMP ne sont jamais envoyés en réponse à un datagramme destiné à une adresse de broadcast ou de multicast. Donc, s'il y a un paquet dont la destination, c'est une adresse de broadcast et qu'il y a un problème avec, il n'y aura pas de message d'erreur ICMP qui va être envoyé à la source. Les messages d'erreur ne sont jamais envoyés d'abord en réponse à un datagramme dont l'adresse source ne représente pas un hôte unique. Donc, l'adresse est différente
l'adresse IP source doit être différente de 0, loopback, broadcast ou multicast. Et en réponse à un message IGMP de quelque sorte que ce soit. Donc, s'il y a un message IGMP, même s'il y a une erreur, il n'y aura jamais de message d'erreur envoyé à cause de ça. Et lorsqu'un message ICMP de type inconnu est reçu, il doit être écarté silencieusement. شغل ما شفناه ما سمعنا. Donc, l'utilisation normale d'ICMP. ICMP est utilisé pour la manipulation d'erreurs et l'échange de messages de contrôle. Alors, comme le ping, l'extinction d'une source, la découverte du MTU d'un path, d'un chemin, la découverte d'un routeur, le type de service, l'extension du masque d'adresse. Donc ça, c'est les utilisations normales d'ICMP. L'utilisation anormale d'ICMP, vous avez dû voir au courant de l'année dernière, j'imagine, je ne sais plus, qu'on peut utiliser le protocole ICMP pour faire de la reconnaissance, ping, traceroute, etc., pour faire du déni de service, en faisant par exemple le ping of death, oui, même si il ne fonctionne plus, mais oui, en utilisant pour faire un canal caché. Par exemple, je peux mettre des informations dans les données d'un paquet ICMP pour les transmettre par exemple, si on parle de un serveur command and control qui va utiliser les paquets ICMP entre sa victime et le serveur pour envoyer les informations et ainsi de suite. Donc, pour la reconnaissance, on a plusieurs types de messages ICMP qu'on peut utiliser. Les messages ICMP sont catégorisés en deux types. Les messages ICMP requêtes et les messages ICMP erreurs. Dans les messages ICMP requêtes, on va avoir l'echo request et l'echo reply, le ping en fait. Ça va nous permettre de connaître si l'adresse IP, s'il y a quelque chose à cette adresse IP. La requête de timestamp et la réponse. Alors, timestamp, c'est juste pour connaître, en fait, on lui demande l'heure, entre guillemets, chez la machine, et ce qui va à la destination, et en ayant une réponse, la réponse n'est pas qui nous intéresse, c'est pas le fait qu'il nous rende le temps, à quelle heure, quelle date, etc., qu'il y a à la destination, mais ce qui nous intéresse, c'est que la destination répond, elle est là. Requête d'information et réponse, entre autres. Requête de masque d'adresse et réponse. Donc, si j'envoie une requête de masque d'adresse IP et que j'ai la réponse comme en me disant voilà le masque d'adresse, je sais comme quoi en fait, j'aurai une idée finalement de c'est quoi le sous-réseau. Et c'est une manière finalement de savoir quelles sont les adresses IP que je peux cibler, qui appartiennent à ce sous-réseau. Les messages ICMP d'erreur, qui vont nous permettre aussi de faire de la reconnaissance, c'est destination introuvable, tarissement de la source, redirection, temps dépassé, ici on parle du TTL, en fait, quand le TTL arrive à 0, problème de paramètres. Est-ce qu'on les voit ici? Juste un instant. Laissez-moi le temps de vérifier quelque chose. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces éléments?
Non. Ok, on continue. Je parlais de ces éléments. Donc, la reconnaissance, on va pouvoir faire de la détection d'hôtes et de topologie réseau en utilisant les messages ICMP, ce qui va nous permettre d'identifier les hôtes accessibles. Vous avez dû faire ça auparavant quand vous faisiez un ping sweep, par exemple, en TP, introduction à la sécurité. C'est un exemple. Euh, les tentatives de trace-route permettent de mapper les dispositifs réseau et les hôtes sur la route vers un hôte de destination. Donc, en faisant un trace-route, vous savez ce que le trace-route va vous donner les, les différents dispositifs qu'il y a sur le chemin entre vous et la destination. Ce qui va nous intéresser ici, c'est dans la destination, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, si entre le dispositif de la on va dire le routeur qui est connecté à Internet du côté de la destination et jusqu'à l'hôte de destination. Si on arrive on va pouvoir découvrir les éléments sur le chemin de cette partie-là. On peut aussi faire de la détection d'ACL grâce aux messages d'erreur ICMP qui vont finalement permettre de déduire ou de déterminer le type d'ACL des dispositifs filtrants et de choisir une tactique d'attaque en concordance. Donc, si j'envoie, imaginons que je vais envoyer un paquet IP, un paquet UDP à une cible sur un numéro de port, on va dire le port, je sais pas, 53, juste comme ça. Donc, si j'envoie un paquet UDP vers la machine cible sur le port 53 et que je reçois en réponse un message d'erreur ICMP qui me dit comme quoi port introuvable, port unreachable. Donc, on ne peut pas arriver à ce port. Là, ça va nous permettre de savoir comme quoi il y a un problème sur ce port. Et ainsi de suite. Donc, l'idée est de manipuler la longueur totale dans l'entête IP. Un paquet avec une longueur totale faisant croire que l'entête IP est plus grande que celle qu'elle n'est réellement. À l'arrivée du paquet chez l'hôte, il essaie de récupérer les données de la zone de données qui n'y est pas, ce qui fait que l'hôte va envoyer un paquet ICMP avec un type avec le type parameter problem, problème de paramètres en réponse. S'il y a existence d'un dispositif de filtrage et qu'un attaquant sonde un réseau avec toutes les combinaisons possibles de protocoles et services, ça va permettre de déterminer l'ACL du dispositif. Donc en fait, c'est les différents messages d'erreur en réponse qui vont me permettre de découvrir où se trouve qu'est-ce qui est filtré, qu'est-ce qui n'est pas filtré. On peut faire aussi de l'OS fingerprinting. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'OS fingerprinting? Est-ce que c'est vous... Déterminé de l'OS. Oui, déterminer c'est quoi comme OS qui est, en fait. Exactement. Donc, le fingerprinting d'OS va requérir d'initier moins de trafic de la part de l'attaquant vers l'autre cible, si on utilise par exemple le protocole ICMP. L'idée derrière est de savoir quel est l'OS qui répond à quel type de requête ICMP. Donc, auparavant, il faut connaître finalement pour chaque OS euh, comment il répond à une requête en particulier. On va voir un exemple. Ici, si j'envoie un paquet CMP timestamp, donc je demande le timestamp, et que l'adresse de destination, c'est une adresse de diffusion. Si j'ai une réponse, c'est que je vais avoir
ces types d'OS. Si je n'ai pas de réponse, c'est les autres. Ensuite, par rapport à cela, je vais encore envoyer d'autres types de paquets. Donc ici, je vais envoyer un paquet ICMP requête d'information vers une adresse de broadcast. Si j'ai une réponse, alors c'est cet OS en particulier. Si je n'ai pas de réponse, c'est soit celui-là, soit celui-là. Ensuite, arrivé à cette branche, si en envoyant un paquet ICMP avec une demande de masque d'adresse vers un hôte, vers une adresse hôte, et non pas vers une adresse de destination. Si j'ai une réponse, alors c'est cet OS. Si j'ai pas de réponse, c'est celui-là. Donc en fait, on va avoir un arbre décisionnel. Un autre exemple, avec cette fois-ci les systèmes Windows, si j'envoie un echo request avec dans le code, dans l'entête, dans le champ code de l'entête de l'ICMP différent de 0, alors si j'ai une réponse avec le champ dans l'entête, alors avec le champ code de l'entête ICMP qui est égal à 0, alors ça fait partie de la famille des Windows. Sinon, c'est d'autres. Ensuite, en envoyant une requête de timestamp, si je n'ai pas de réponse, alors voilà les types de systèmes d'exploitation. Si j'ai une réponse, c'est cela, et ainsi de suite, jusqu'à avoir les feuilles à la fin, en grosso modo. Donc, pour pouvoir faire cela, il faut bien sûr avoir étudié quelles sont les réponses possibles de tous les systèmes d'exploitation que l'on cherche à connaître. Donc, non. En fait, on va voir les entêtes l'entête ICMP avec les différents types en TP. C'est pour ça que on le voit pas ici. On va le voir en TP. Pour le protocole ICMP, on a plusieurs attaques qui peuvent être utiles. Alors, on a entre autres, les précédentes, on avait parlé de, ça va nous permettre de faire de la reconnaissance. Ici, ça va nous permettre de faire un déni de service. Alors, si on veut faire un déni de service, on a plusieurs attaques qui vont utiliser l'ICMP. On a l'attaque SMART. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une attaque SMART? Ou est-ce que je dois vous l'expliquer? Je me rappelle, je crois qu'on l'a vu l'an dernier en TD, mais je suis pas sûre. Bon, si j'ai pas de réponse, je vais quand même l'expliquer au cas où. C'est quand on va avoir l'attaquant, au lieu, quand il veut envoyer, il va envoyer un ping à un réseau. Et dans l'adresse source du ping, ce n'est pas l'adresse IP de l'attaquant, mais c'est l'adresse IP de la victime. Donc, les machines qui vont recevoir ce ping, ils ne vont pas répondre à l'attaquant, mais ils vont répondre à la victime, puisque c'est l'adresse IP de la victime qui est dans l'adresse IP source du ping. Et donc, quand il va y avoir plusieurs machines qui vont faire cela en même temps, ça peut créer un déni de service sur la victime. Alors, on a aussi TFN. TFN, c'est c'est composé de programmes d'aimants et clients qui implémentent un outil de DDoS qui va être capable de faire de l'ICMP Food, SynFood, UDP Food et des attaques de type SMART. Donc, l'attaquant peut contrôler un ou plusieurs clients qui eux-mêmes peuvent contrôler plusieurs démons. Les démons vont se coordonner ou vont être coordonnés pour lancer une attaque contre un système victime ou contre plusieurs systèmes victimes. Donc, ici,
TFN va communiquer via des paquets ICMP et FOREPly entre voilà. On a WinFreeze qui va permettre de faire une attaque DOS contre Windows et qui exploite un code qui peut causer au système d'exploitation Windows 95, 98, 9X et NT dans le réseau local de bloquer. Donc, ça va permettre de faire un déni de service. Alors, vous allez me dire, mais madame, ces systèmes d'exploitation sont vieux et la probabilité qu'on les trouve est très faible, patati patata. Oui, elle est très faible, mais elle n'est pas de l'ordre de 0, malheureusement. Donc, selon où est-ce que vous allez travailler, selon ce que vous avez dans votre parc, et vous pouvez tomber sur ce genre de système, ou même plus ancien. Donc, oui, oui, je sais. Alors, c'est, comme qui dirait, c'est malheureux, mais c'est dû à d'autres raisons. Alors, généralement, je prends, j'ouvre une parenthèse, c'est que, par exemple, si on est sur une entreprise qui a 40 ans, 50 ans, et qu'il y a des programmes qui ont été mis en place qui ont été créés spécialement pour l'entreprise, qui vont gérer certaines choses. Et que ces programmes, avec le temps, ils ont été créés pour fonctionner sur un système d'exploitation en particulier. Et que ce programme, avec le temps, l'entreprise qui a créé le programme n'existe plus, par exemple. Ou bien que il n'y a pas eu de mise à jour entre-temps, en fait, entre-temps, par exemple, entre les années 90 et maintenant. Mais que la société qui utilise ce programme en a besoin et ne peut pas s'en défaire. Et que passer de ça vers quelque chose de plus nouveau ou qui soit supporté par des systèmes d'exploitation actuels, c'est pas forcément possible de le faire. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va garder des machines qui vont rester, enfin, soit on va garder des machines qui vont rester là-dessus, soit on va créer des machines virtuelles qui vont avoir ces systèmes d'exploitation et sur lesquels on va avoir ces programmes-là. Dans tous les cas, si on a ça, on doit étudier le risque et voir où est-ce qu'on va mettre, comment on va faire pour le protéger des attaques. Donc, généralement, si on a ce genre de choses, la chose qu'il faut mettre en place, c'est d'autres éléments de sécurité, faire de la le mettre dans une partie du réseau, peut-être ne pas le mettre dans le réseau court, ou bien le mettre dans une partie du réseau qui n'est pas accessible d'ailleurs, et ainsi de suite. Donc là, on va prendre en considération quel est le risque et essayer de voir, de diminuer au maximum le risque. Mais je pense que vous avez vu un peu les notions de risque, etc., dans le module d'audit, non? Euh, J'imagine. Vous avez vu, voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est plus une gestion de risque. Et donc, quand on se retrouve avec cela, on doit connaître quels sont les risques qu'on a et donc quelles sont les vulnérabilités de ce genre de système. Et un exemple qui est connu de tous, euh, les systèmes bancaires. Alors, je ne vais pas dire en Algérie, je ne sais pas, mais je sais qu'aux États-Unis et dans plusieurs pays, en Algérie, normalement, c'est Windows XP, oui. Mais
je sais pas, j'allais pas parler de Windows XP, mais j'allais parler de la gestion des comptes bancaires, etc. Et sont sur des programmes qui sont faits en COBOL, développés en COBOL. Or, alors ces programmes-là, ils ont fait leur, comment dire, ils ont fait leur preuve depuis des décennies et en fait, les banques ne veulent pas changer vers quelque chose de plus nouveau parce que le changement est un risque entre ce qu'il y avait où on est sûr que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de bug, etc. Et si on change, c'est sûr, vers quelque chose de nouveau qui n'a pas été testé euh, aussi intensivement, eh ben on va introduire des bugs et introduire des risques. Donc, il y a une, il y a une grosse problématique là-dessus. C'est pour cela que vous allez trouver encore de nos jours des entreprises qui cherchent des développeurs en COBOL ou en Fortran ou d'autres langages de programmation qui ne sont plus utilisés vraiment en général parce que ils en ont besoin pour certaines choses, en grosso modo. Donc, voilà quoi. Alors, un autre outil qui utilise l'ICMP pour faire des canaux cachés, c'est Loki. Donc, Loki, c'est un outil qui va permettre d'utiliser les paquets ICMP, qui va en fait générer des paquets ICMP et cacher des données à l'intérieur des données du paquet ICMP pour envoyer à, si on veut, en fait, le serveur de l'attaquant, par exemple. Et donc, il va y avoir échange d'informations, commandes envoyées du serveur vers la machine et ainsi de suite. Alors, maintenant, le problème qui se pose avec le filtrage du trafic ICMP, c'est que ça reste un challenge. D'un côté, les dispositifs réseau ont besoin de messages ICMP pour communiquer et on en a besoin aussi pour diagnostiquer. Et d'un autre côté, euh, donc on en a besoin pour diagnostiquer, récupérer des informations. On va aussi utiliser l'ICMP pour récupérer des informations sur un hôte ou sur la topologie du réseau. Donc, l'utilisation du NIDS pour le monitoring du trafic ICMP, donc d'un IDS réseau, est laborieuse. Souvent, ce qu'on va faire, c'est déjà limiter certains types de paquets ICMP, interdire certains types de paquets ICMP qui n'ont pas le droit de sortir du réseau, par exemple, ou vers l'extérieur. Interdire, vous allez avoir des machines qui ne répondent pas au ping. Vous avez déjà peut-être essayé de le faire auparavant, mais je crois que la plupart des machines, enfin les systèmes d'exploitation Windows, par défaut, si vous avez une machine, alors je ne parle pas de Windows Server, etc. Je parle de Windows 10, Windows 11, etc. Je parle des machines actuelles, oui. Donc Windows 10 et Windows 11, si vous pingez à notre machine Windows 10 ou Windows 11, elle ne va pas répondre. Pour qu'elle puisse répondre, il faudra modifier votre pare-feu, grosso modo, le pare-feu de la machine.